Bonjour, moi c'est Émilie Brigand. Moi, c'est Adeline Gaden. On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation. Et les podcasts. Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogés, scotchés. Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré. T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière. T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère. Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main. Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité, méritait d'être raconté. Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast, Un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée. Je souhaite que ça soit inspirant pour vous. c'est si bien dit. Dans ce troisième épisode de la série de podcasts Juste assis devant la mer, David nous raconte son égarement, celui d'un enfant adopté, souvent dans les nuages, qui va se confronter à la réalité de la vie en devenant adolescent puis jeune adulte. Au travers du récit de ses premières expériences professionnelles, nous aborderons avec lui les notions de choix, d'échec, de réussite, de confiance et de sécurité intérieure. Bonjour, je m'appelle David Sorin, j'essaie d'être un cheminant spirituel et j'essaie de transmettre aussi justement que possible ce qu'on m'a enseigné au sujet de la méditation et des enseignements de Bouddha finalement, que j'essaie de partager sous forme de thérapie et sous forme de cours de méditation en entreprise ou auprès de particuliers. Voilà. Oh là là, mais David, vous allez vite, parce qu'avant d'être David Sorin, cette personnalité sereine que j'ai en face de moi, vous étiez un enfant abandonné, puis adopté. Comment vous êtes entré dans le monde professionnel avec ce bagage-là ? J'étais égaré, c'était pénible. Voilà, cette période de l'adolescence, du début de l'âge adulte, ça a vraiment été compliqué. Donc il y a eu plusieurs périodes, hein. Il y a eu la période apprentissage du métier d'ébéniste pendant 3 ans. Ensuite, il y a eu la période service militaire. Ensuite, il y a eu les voyages. Donc une alternance de travail en ébénisterie et de voyage. Et puis, j'ai décidé de changer de métier. Pendant quelques années, j'ai complètement changé de métier. Je suis devenu technico-commercial. Et je suis revenu ensuite à l'ébénisterie, mais d'une manière différente. Voilà. On repart à l'adolescence. Oui. Comment vous avez choisi ce métier d'ébéniste ? Alors, 2 de mes oncles avaient une formation de menuisier. Je les voyais travailler le bois. C'était de fortes personnalités. C'était mon oncle Georges et mon oncle Henri, qui sont décédés aujourd'hui. Ils étaient inspirants pour moi. C'était l'intelligence, le côté malin, la joie de vivre aussi, et puis des personnes rassurantes. Ils m'ont inspiré. Je n'ai pas été obligé de faire ce métier-là. Par contre, je venais d'une famille assez modeste quand même, dans laquelle il n'était pas question de faire de longues études. Donc oui, j'ai été invité à aller vers un métier dans lequel je pourrais gagner ma vie assez rapidement. Mais j'avais vraiment envie de faire ça, le travail du bois, le côté créativité, le côté contact avec un matériau. Ça m'intéressait. Ouais. Vous êtes peut-être toujours manuel. Oui, j'étais manuel. Intellectuel et manuel, puisque vous nous aviez confié que vous écriviez des histoires quand vous étiez petit. Vous étiez bon à l'école ? Dans certaines matières, oui. En français, j'étais excellent, on peut dire. Dans d'autres matières aussi, j'étais assez bon. Mais il y a des choses comme voilà, l'arithmétique, la grammaire, ou bien les équations, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Ça n'avait aucun sens pour moi, aucune utilité.
Tandis que l'ébénisterie, ça avait une utilité, un sens. Oui, ça avait un sens pour moi, le sens d'être relié à la matière, de faire des choses utiles. Et puis j'aimais tout ce qui était technique. J'avais l'habitude de beaucoup bricoler. À la fin de l'adolescence, il y avait pas loin de chez mes parents une déchetterie d'une base militaire. Et j'allais là, subrepticement, et je récupérais tout un tas de matériel électronique, des câbles, des composants électroniques, des matériaux, et je bricolais toutes sortes de machines. J'adorais ça. Quand je vous écoute parler là de votre formation d'ébéniste, j'entends pas l'histoire d'un jeune égaré. J'entends plutôt l'histoire d'un jeune qui trouve rapidement sa voie. Vous étiez quand même égaré. Il y avait quand même encore à l'intérieur de vous ce petit garçon seul, enfermé dans son placard noir, comme vous le disiez dans les précédents épisodes. Oui, il était là constamment. Il y avait constamment cette douleur, cette amertume, cette difficulté à trouver ma place dans le monde. Je me demandais ce que je faisais là. Et peut-être que l'ébénisterie était un entrebâillement de ce placard noir. Je me disais, bah tiens, je suis capable de faire des choses, je suis capable de développer des compétences. On me dit que je peux être bon là-dedans, alors voilà, il y a des personnes inspirantes qui ont fait ça auparavant, avant moi. Bon, ben, Ça vous sécurisait? Oui, d'une certaine manière, et puis ça me permettait d'exprimer certaines de mes compétences, on peut dire, ouais, d'être reconnu d'une certaine manière. Ouais. Mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque vous avez été appelé pour le service militaire. Oui, que je n'avais pas du tout envie de faire, mais moi j'étais vraiment écolo, antimilitariste. Voilà, j'avais quand même cette idéologie qui était là, mais qui était faite de beaucoup d'opposition, d'amertume en fait. Je n'aimais pas du tout ce que je voyais du monde. Je n'aimais pas la tournure que prenaient les choses. Je percevais déjà la destruction de l'environnement comme un danger imminent. Et j'avais pas envie de participer à ça, quoi. Pour vous, faire son service militaire et la destruction de l'environnement, de la nature, quel lien vous faites? C'était la société de consommation, c'était le système dans lequel je me sentais obligé d'être embrigadé en faisant mon service militaire. C'était l'organisation sociale qui me convenait pas. Et c'est vrai que la destruction de l'environnement, je percevais que c'était le fruit d'une certaine organisation sociale finalement. Donc vous partez au service militaire et là, le petit garçon seul, le petit garçon triste, le petit garçon angoissé, il ressort, il s'oppose. Oui, néanmoins j'étais obligé de le faire, ce service militaire, donc j'y étais un peu sous la contrainte en gendarmerie. Vous vous rendez compte, je portais une arme à la ceinture, il a fallu que je marche au pas. Moi, je marche au pas. Non, vous imaginez un peu le truc. Bah moi, j'arrive finalement assez bien à l'imaginer parce que j'ai l'image de vous d'un enfant assez calme, assez docile. Non, il y avait un côté rebelle quand même. Hein. Je me Oui. suis beaucoup battu contre mes parents finalement. Je refusais la société, j'aimais pas ce que je voyais autour de moi. Non, je me sentais vraiment perdu. En guerre aussi avec vous-même. En guerre avec moi-même, avec le monde. Vous diriez que ça s'est passé comment, l'éloignement du nid familial, même si c'était une famille adoptive, c'était quand même votre famille. Oui, c'était ma famille, c'était vraiment mes parents. Ma grand-mère aussi, qui est décédée pendant mon service militaire. Ça a été un moment assez marquant. Je l'aimais beaucoup, ma grand-mère. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de manière chaotique, en fait. Il y avait beaucoup d'amertume, de mal-être en moi. Je ne savais pas comment l'exprimer. J'étais coincé dans ce service militaire qui ne me convenait pas. Qu'est-ce que vous avez gardé des compétences que vous avez pu développer et dans l'ébénisterie et peut-être au service militaire? Oh, j'ai développé le goût du travail bien fait, des compétences techniques. Pendant mon service militaire, j'ai appris un tas de choses sur le fonctionnement de la société, de la justice, etc.
Et j'y ai trouvé quand même quelques enrichissements, des apprentissages. Déjà, ça m'a sorti de ma presqu'île, puisque j'avais passé beaucoup de temps sur cette presqu'île. Donc ça m'a permis d'entrer en contact avec la souffrance des autres, la souffrance des femmes battues, la souffrance des accidentés de la route, des personnes victimes de cambriolage ou d'injustice, etc. J'ai appris les codes en termes de communication, les codes qui me manquaient, parce que, ayant vécu très isolé pendant les 3 premières années de ma vie, puis quand même relativement isolé sur cette presqu'île bretonne, je pense qu'il me manquait des codes en termes de communication. Donc voilà, en ébénisterie et pendant mon service militaire, j'ai quand même appris tout un tas de choses. Vous avez appris finalement à communiquer, à être avec les autres. Peut-être pas les personnes que vous aviez choisies. Oui, on peut dire ça comme ça. Et plus tard, mes compétences techniques m'ont surtout servi à ça finalement. Parce que rapidement, j'ai utilisé mes compétences techniques pour travailler avec des personnes en difficulté, enseigner le métier à des personnes en difficulté, des jeunes handicapés, handicapés physiques, psychiques, ou qui cumulaient des difficultés sociales, ou qui sortaient de prison, etc. Donc ça m'a permis de me relier au monde en utilisant ce socle de compétences techniques, en fait. Si je comprends bien, ça vous a permis après, mais pas sur le moment. Sur le moment, vous manquiez de sens. Oui. C'est-à-dire tout ce que vous appreniez, c'était bien, mais votre vie manquait de sens. Oui, c'est surtout pendant mes premières années en tant qu'ouvrier ébéniste, je me suis aperçu que le métier n'existait plus vraiment tel que je le fantasmais. Donc il n'y avait pas beaucoup de création, le contact avec le matériau était limité. Et ouais, j'ai pas aimé en fait mes premières expériences en ébénisterie, ça manquait de sens. Ça a commencé à prendre du sens quand ça m'a permis d'aider les autres. Dans ces métiers-là, vous n'avez pas trouvé de guide ? Pas tellement à cette époque-là. Il y a une personne qui m'a quand même guidé, qui a été vraiment essentielle, d'un grand secours, d'un grand soutien à cette époque-là, c'est ma mère. Ma mère m'offrait vraiment cet amour inconditionnel, et même pendant ces périodes où j'ai été quelqu'un de dur quand même, quelqu'un de désagréable, tellement je me sentais mal en moi-même, eh bien, elle a toujours été d'un grand soutien. Elle m'invitait à, je me souviens, à rester fidèle à des valeurs éthiques, de bienveillance. C'était ça qui lui semblait important. Elle avait peur que dans mon égarement, je prenne des chemins inappropriés, des chemins dangereux. C'est ce qui lui semblait le plus important. C'était quoi ces valeurs ? C'était le travail, c'était l'honnêteté, surtout ça en fait. Ce qu'on appelait valeur travail, ce qui n'en est pas du tout une en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que finalement vous êtes resté fidèle à cette valeur ? Vous travaillez aujourd'hui, hein ? Oui, je travaille, mais ça a du sens, si bien que j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Est-ce que dans votre égarement de l'époque et dans le tumulte des émotions qui vous traversaient, est-ce que vous vous sentiez en échec ou est-ce que vous aviez peur de l'échec ou est-ce que c'est une notion finalement qui vous habitait pas tant que ça ? Tout comme son inverse qui est la réussite. Oui, j'avais peur de ne pas trouver ma place dans le monde, oui, j'avais peur de l'échec, je me sentais mal, je me sentais... Pour vous, la réussite, c'était trouver votre place dans le monde ? C'était ça ? C'était pas forcément gagner de l'argent, faire un métier qui vous plaît, mais non, c'était pas spécialement votre... l'argent. Oui, Ouais. c'était sûrement trouver ma place dans le monde. C'était ça l'obsession, la peur. Oui. Et dans quel monde ? Comment trouver ma place dans cette société qui ne m'attirait pas du tout ? Dans le monde du travail ou de la gendarmerie qui ne m'attirait pas du tout. Donc il y avait beaucoup d'inconnus dans cette équation-là. Aujourd'hui, quelle est votre définition finalement de la réussite ? Elle n'existe plus, là. Peut-être que pour vous, elle n'existe plus, mais j'imagine que pour certaines personnes en difficulté, elle existe. On entend souvent les gens dire « j'ai raté ma vie, j'ai ruiné ma vie, j'ai tout raté, je suis nulle, j'ai pas réussi ».
Oui, disons que c'est vraiment le cheminement, l'apprentissage qui est important, et non pas de rencontrer un référentiel virtuel créé par je ne sais qui et qui nous donnerait cette sensation d'être en succès. Donc c'est vraiment le cheminement et l'apprentissage qui sont importants. On accompagne quelqu'un juste en percevant sa valeur, en percevant son potentiel, en percevant sa valeur au-delà de ses difficultés. Déjà, on l'encourage, déjà on est aidant en faisant ça. Je me souviens qu'à l'époque où j'accompagnais des personnes en difficulté, les jeunes me surnommaient « c'est pas grave ». Alors, ils me disaient... Monsieur, c'est pas grave. Voilà, ouais, ils les entendaient entre eux. Oui, va voir, c'est pas grave, là, il va te trouver une solution, tu verras, c'est pas grave. Et c'est vrai que les difficultés techniques, les difficultés quotidiennes, réussir ou échouer, finalement, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en nous. C'est la joie de vivre, c'est la joie d'être ensemble, la joie de partager, la sécurité, le bien-être intérieur qu'on peut trouver dans ce qu'on peut appeler la meilleure version de nous-mêmes, finalement. Ah là, vous venez de dire une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est presque à la mode. Je dis pas du tout ça pour vous froisser, hein, mais justement, j'aimerais bien savoir, la meilleure version de soi-même, c'est un terme qu'on retrouve en psychologie positive notamment. Quelle résonance elle a dans la psychologie bouddhiste? Est-ce que ça existe, la meilleure version de soi-même? D'une certaine manière, oui. L'expression est très questionnable, bien sûr, puisque en psychologie bouddhiste, il n'y a pas un soi existant vraiment de façon indépendante et autonome. Donc soi-même, ça ne signifie pas grand-chose d'un point de vue bouddhiste, mais d'un point de vue conventionnel, ça s'entend bien. Donc la meilleure version de soi-même, on peut la comprendre de deux manières. Alors, essayons de distinguer ces deux manières-là. La première manière, c'est que vous et moi, Émilie et tous les autres, nous sommes déjà dans l'instantanéité du moment présent, nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de nous projeter dans une version qui serait dans l'avenir. Qui serait meilleure. Qui serait meilleure dans l'avenir, voilà. Elle est déjà meilleure. On est déjà meilleur, on est déjà OK tel qu'on est. C'est subtil. Voilà, nous sommes déjà bien tels que nous sommes ici et maintenant. C'est en lien aussi avec la notion de karma que vous avez évoquée dans l'épisode précédent, il me semble. Aujourd'hui, ce qu'on est résulte de notre passé et c'est déjà la meilleure version possible de ce passé-là, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ce que nous expérimentons à cet instant, c'est le résultat du passé. Ce que nous ressentons maintenant, c'est le résultat du passé. Mais on peut être encore meilleur dans l'avenir. Alors oui, ça c'est la seconde manière de percevoir cette expression, la meilleure version de soi-même. Ça consiste à se connecter à une pureté intérieure qu'on pourrait appeler une bonne santé fondamentale, une bonne santé psychique fondamentale, au-delà de nos perturbations mentales. Il y a dans les tréfonds de notre esprit un espace de liberté intérieure, un espace dans lequel il y a de la valeur. Nous avons déjà de la valeur en nous. Il y a aussi un espace de stabilité, un espace dans lequel il n'y a rien de chaotique, tout est stable, tranquille en nous. Un espace d'amour, de bienveillance pour nous-mêmes et pour les autres, de reliance on peut dire. Donc dans cette reliance, il y a de la gratitude, il y a le bien-être dans l'interdépendance avec le monde. Il n'y a pas de séparation, de conflit, il n'y a pas de concurrence avec les autres finalement. Et cet espace de grand bien-être, de vastitude, il est toujours là, présent en nous. Donc nous sommes déjà la meilleure version de nous-mêmes, mais nous avons besoin d'apprendre à nous y connecter. Et à la cultiver, de manière à ce qu'elle ait aussi une existence. Alors j'imagine que la notion de futur, elle n'est pas aussi simple que ça en psychologie bouddhiste, mais la cultiver de manière à cultiver un bon karma. Oui, en effet. C'est-à-dire que pour vraiment être connecté à cette meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets, on a besoin de purifier nos états d'esprit négatifs, colère, avidité, jalousie, orgueil, etc. Donc les purifier, faire vraiment le ménage en nous, faire un travail thérapeutique et spirituel en nous. Les deux vont dans le même sens. Et puis de faire grandir en nous des qualités dont nous avons déjà les graines,
dans les tréfonds de notre esprit, c'est-à-dire la gratitude, la bienveillance, l'altruisme, la compassion, la sagesse, le discernement, faire grandir cela en nous. C'est-à-dire à la fois finalement se contenter de qui on est au moment présent, tout en posant l'intention d'être encore meilleur après. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, si j'ai bien compris. C'est très bien dit. C'est très très bien résumé. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et là, on en revient à cette notion d'intention, d'être dans une intention juste dans ce qu'on fait et peut-être dans ce qu'on est aussi. Oui. Il y a une différence dans la psychologie bouddhiste et puis en général, mais que vous pouvez peut-être nous expliquer entre faire et être. Alors oui, en psychologie bouddhiste, on va privilégier le travail sur l'esprit, sachant que toutes nos actions physiques ou toutes nos paroles viennent de l'esprit. Ça part d'une intention. Hein. Le facteur mental intention est vraiment fondamental, puisque toutes nos actions, toutes nos paroles, même toutes nos pensées sont teintées de nos intentions. Donc on va essayer d'examiner nos intentions et d'avoir des intentions les plus pures possibles, c'est-à-dire les plus positives, les plus vertueuses possibles. Quant à nos intentions négatives, non vertueuses, qui risqueraient d'être source de souffrance à venir, on essaie de les transformer, de les purifier finalement. Parfois, on a des bonnes intentions, mais on se plante complètement. Oui, parce qu'on est maladroit, on est dans l'ignorance, dans la méprise, donc on tourne le dos au bonheur en fait. Ouais. Oui, ou tout simplement parce que c'est très difficile d'allier l'acte à la parole. Parfois, on a envie de bien faire, mais on ne sait pas forcément comment. C'est là où je pose la question du faire. Est-ce que c'est aussi important de faire pour être quelqu'un de bien? Vous voyez, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Oui, en psychologie bouddhiste, on privilégie vraiment le travail intérieur et on se dit que ensuite, lorsque notre intériorité sera plus paisible, plus confiante, plus sereine, et lorsque nos intentions seront plus pures, alors nos paroles et nos actions seront plus justes, plus adéquates, plus pertinentes dans le monde. On passe beaucoup de temps à contempler les enseignements, à les comprendre, puis à essayer de les intégrer en méditation. Et dans le silence de la méditation, notre esprit s'imbibe, s'imprègne de tous ces états d'esprit positifs et se débarrasse de tous ces états d'esprit négatifs. Et conditionne le faire, du coup. Et conditionne le faire, voilà. Ensuite, le faire sera plus pertinent, plus juste, plus adéquat. À certains moments, j'ai été obsédé par le faire. J'avais envie de changer le monde. J'étais un jeune idéaliste et je travaillais beaucoup à changer le monde, finalement. C'est par la suite, avec la rencontre du bouddhisme, que je me suis aperçu qu'il fallait d'abord travailler sur moi-même, travailler sur mon esprit, le purifier, examiner mes intentions, faire un travail de développement des qualités et des plus beaux aspects de l'esprit qui sont déjà en nous, finalement. Quand on a trouvé ce refuge intérieur, cette meilleure version de soi-même, quand on sait s'y reconnecter, quand on en a besoin, on peut être bien partout, y compris au service militaire. Oui, c'est sûr, si je devais revivre le service militaire aujourd'hui, ça serait très différent sûrement. Je me mettrais au service des autres, de la communauté, mais je développerais peut-être aussi la liberté intérieure de faire autre chose. C'est-à-dire ? Quand on a davantage de liberté intérieure, on est plus difficilement manipulable. C'est difficile de manipuler quelqu'un qui est vraiment libre intérieurement. Donc voilà, étant plus libre intérieurement aujourd'hui, j'ai l'impression aussi d'être plus libre extérieurement. Quand on est prisonnier justement de ses émotions notamment, quelle est la voie finalement? Aussi aller chercher des réponses à l'extérieur ou non? On considère que toutes les réponses sont à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une danse, un équilibre à trouver entre la connexion à soi et la connexion au monde, à ce qui nous entoure? Oui. Vous voyez, on a souvent l'image du méditant dans sa grotte tout seul, et nous on est là à travailler 8 heures par jour et on se dit bah oui, c'est vachement plus simple d'être tranquille et de pouvoir méditer quand on est tout seul dans une grotte que quand on travaille 8 heures, on prend les transports 2 heures, après on retrouve les enfants, etc. Parfois on a l'impression que le bouddhisme
C'est uniquement pour les gens qui ont le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est un peu idéaliste, que dans la réalité, c'est difficile de l'appliquer. Alors, il est nécessaire de passer un peu de temps à lire, à écouter les enseignements, à méditer, à cultiver en nous un beau jardin, finalement, à partir duquel vont fleurir de beaux fruits, de belles actions. Comment on fait quand on n'a pas beaucoup de temps? C'est important de le prendre. C'est important de le prendre, c'est majeur, c'est ouais. primordial, parce que on est heureux. Le bonheur, c'est dans le monde de l'être. Le bonheur, ça se trouve en nous. Ça ne peut pas se trouver à l'extérieur. On pourra faire tout ce qu'on voudra dans le monde du faire, on ne le trouvera jamais dans le monde du faire. On a vraiment besoin de le cultiver dans le monde de l'être. Donc il est majeur de prendre le temps de faire ça. Maintenant, il y a parmi les états d'esprit positifs que nous avons besoin de développer en nous, l'altruisme, la compassion, l'amour, la gratitude, ainsi de suite. Cela va nous permettre de nous libérer du petit moi étriqué. Voilà, le petit soi étriqué qui se recroqueville sur lui-même, qui a peur, qui se sent séparé des autres, qui se sent différent des autres, qui angoisse, qui a de la difficulté à trouver sa place dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment le petit moi étriqué, et en l'entraînant à se relier aux autres de façon douce, aimante, intelligente. Et dans la réalité. Dans la réalité, exactement. Pas qu'avec les prières ou les intentions. Oui, bien sûr, ça s'ancre assez facilement dans la réalité, dans notre relation concrète avec les autres. Et là, nos actions, nos paroles deviennent plus justes, plus pertinentes, plus en harmonie avec l'altérité. C'est ce que vous êtes allé chercher, David, dans les voyages, de vous connecter, de rassurer votre petit moi pour mieux vous connecter à votre grand moi. Oui, à l'époque, c'est ce que j'allais chercher maladroitement, sûrement, mais c'était des étapes nécessaires. Et c'est ce que j'ai fini par trouver avec le bouddhisme plus tard. Vous êtes donc passé d'un enfant égaré, à un touriste curieux, à un cheminant, finalement, un cheminant spirituel. Voilà, en passant par la case touriste spirituel. Ah, j'ai hâte de découvrir la suite de ces épisodes, David. Merci beaucoup pour ce partage, pour le sourire, pour la simplicité et la confiance dont vous témoignez en nous racontant tout ça. Merci beaucoup, Émilie. Dans le prochain épisode de Juste assis devant la mer, vous nous parlerez justement de vos premiers grands voyages, de vos premiers grands éloignements qui vous ont permis de mieux vous connecter à votre refuge intérieur, de mieux le connaître, de mieux vous connaître certainement. Ça sera avec plaisir. J'ai hâte. En attendant, place à une petite pratique, comme vous les appelez, pour justement se connecter à son refuge intérieur et apprendre à le connaître et à le développer. À tout de suite. Je vous propose de vous asseoir dans une posture confortable, le dos bien droit et les pieds bien à plat sur le sol. Nous pouvons commencer par de profondes respirations en lâchant toutes les pensées sur l'expire. Puis nous pouvons laisser le souffle reprendre son rythme naturel. Nous pouvons même installer dans notre cœur et sur nos lèvres un sourire avec la satisfaction de prendre le temps du soin pour la paix de notre esprit. Nous pouvons alors, en commençant par le sommet de la tête, laisser tout notre corps se détendre, le cuir chevelu, le visage, la mâchoire,
peut se relâcher. Les épaules, les bras. Nous pouvons même nous amuser à ressentir nos mains comme si c'était la toute première fois. Et puis nous pouvons ressentir notre assise, relâcher le ventre. Et enfin, nous pouvons relâcher les jambes en profondeur et ressentir le contact entre nos pieds et le sol. Je vous propose maintenant de porter votre attention sur le mouvement naturel de la respiration dans votre poitrine. Juste ressentir le mouvement naturel des côtes qui se soulèvent et s'abaissent, sans effort. Puis, au milieu de notre poitrine, dans notre poitrine, nous pouvons imaginer une perle de lumière scintillante, très belle. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Entrons dans ce refuge intérieur, tranquille, stable, dans lequel il y a naturellement du bien-être, de la valeur et de la liberté. Nous abandonnons toutes les tensions et nous nous mélangeons à ce vaste espace intérieur, sans limite, rempli d'une douce lumière d'amour infini, d'amour, de confiance, de bien-être. Prenons plaisir à cela, quelques instants en silence. Puis nous pouvons visualiser dans l'espace devant nous tous les êtres de la Terre qui aspirent au bonheur exactement comme nous-mêmes. Et nous leur offrons des flots de lumière, d'amour bienveillant. Puissent-ils tous être heureux. Dans quelques instants, nous allons sortir de la méditation. Et chaque jour, à chaque instant, nous pourrons nous souvenir qu'il y a dans notre cœur ce trésor extraordinaire, ce refuge intérieur de confiance, de valeur, de discernement, d'amour et de sagesse. Tout est là. Et tout doucement, nous pouvons, à notre rythme, sortir de la méditation.